Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très en forme en ce lundi matin avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette, journaliste, éditorialiste. On vous retrouve tous les matins. Lundi matin, ça suffit déjà. Hein. Oui, c'est beaucoup déjà, non. Ne dites pas c'est trop parce que je m'en vais. Je crains le pire pour voilà. moi. 7h35 sur Sud Radio. Eric Revel, lui, en revanche, est là tous les jours. Tout compte fait, 7h20, le grand matin Sud Radio. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour. Autrement surnommé Michael, journaliste Michael Cull. Quelle imagination. Journaliste politique chez I24, I24 News. Vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. On attend le tome 2, je vous le dis à chaque fois, mais là... on va arriver au tome 3, là, rigolo, ça. Voilà. Franck Tapiro, bonjour, publicitaire, cofondateur de Data Lab et du mouvement citoyen ACCT. Acte. Voilà. Qu'attendre d'Emmanuel Macron? Voilà. Je trouvais que c'était un début d'une chanson de Johnny Hallyday. Voilà. Et maintenant, on aurait pu faire Gilbert Bécaud. On était très dans la chanson ce matin. Que peut dire Emmanuel Macron? Apaiser, accélérer. Quelle suite pour la contestation? La validation par les sages vendredi et la promulgation de la loi dans la foulée. On en parle avec vous aujourd'hui. On commence notre tour de table avec ce qui a marqué votre week-end. Franck Tapiro, on commence avec vous. C'est un coup de gueule. Oui, c'est pour le simagrée de la chanteuse qui représente la France, canadienne d'ailleurs, chanteuse. Ouais. Parce que comme ça fait 36 ans qu'on attend de gagner, on va choisir une chanteuse canadienne, on a peut-être plus de chance. Et là, elle a des petites simagrées. Là, voilà. Elle devait faire deux concerts ce week-end, elle les a annulés. Elle dit qu'elle est atteinte émotionnellement. J'ai dit, mais c'est quand même incroyable. Qui choisit chez France Télévisions les chansons qui nous représentent depuis des années? Est-ce qu'ils ont, eu des votes dans leur vie, fait de la musique? Est-ce qu'ils chantent? Mais à chaque fois, je suis sidéré par les sélections. L'an dernier, il y a eu les Bretons qui sont arrivés avant-dernier, mais qui sont... Mais, moi, je les ai vus en sélection, une catastrophe. À un moment, il faut dire les choses. Ou on essaye de faire une représentation quasi politique, oui, alors les régions, la diversité, etc. Je fais avec cette voix parce que c'est à peu près, je pense, le ton qu'a le jury de sélection. Ou alors on veut gagner. Mais je crois qu'on ne veut pas gagner l'Eurovision. Moi, depuis que je suis gamin, je me rappelle, j'étais là devant ma télé, en regardant Marie-Myriam, comme un enfant. C'était il y a 30, voilà, 36 ans, 35 ans. Mais j'aimerais, moi, revivre une fois en me disant, au moins la France arrive, si c'est pas premier, c'est deuxième ou troisième, mais j'ai l'impression qu'on fait tout pour perdre. Moi, participer, ça ne m'intéresse pas en compétition. Coubertin ne l'a jamais dit d'ailleurs. C'est une hérésie de l'histoire. C'est une partition de son discours. Il n'a jamais dit que l'important, c'est de participer. Pareil pour l'Eurovision, l'important, c'est de gagner. Donc, essayons de sélectionner de meilleurs artistes. Ben oui, mais comment faire? Parce qu'il y a eu des votes. Ils ont un peu tout essayé aussi. Ils ont fait voter le public. Mais non, c'est pas vrai. C'est France Télé qui décide au in fine. C'est toujours une décision politique à l'interne. Parce que ça arrange plein de gens. Parce que c'est une bonne image. Vous savez pourquoi on ne veut pas gagner? Pourquoi on ne veut pas gagner, Eric Parce que l'année d'après, il faut l'organiser. Et ça coûte 15-20 millions d'euros. Donc, si vous voulez, on est maintenant quand même... Mais c'est vrai que là on a choisi visiblement une diva. Il y a un grand article dans le Parisien ce matin. Oui, elle a fait des caprices. C'est une chanteuse, je ne sais pas si on son une chanteuse canadienne d'ailleurs. On se demande pourquoi on va chercher une chanteuse canadienne inconnue, effectivement. C'est Michael, pardon. Caprice, c'est fini. J'accepte. Dans cette période de globalisation et d'Eurovision, en fait. Voilà, donc c'est un proto-événement, quoi, l'Eurovision. On s'en fout. Oui, mais ça marche. Ça marche. Je suis désolé, j'ai rien à dire. Bon, vous n'avez rien à dire sur l'Eurovision. Mais c'est vrai que on n'est pas. C'est des nazes, Arlette Chabot, non? C'est tous des nazes. Pas toujours. On a quand même. Vous exagérez. On a eu Barbara Pravi qui a failli gagner. C'est qui Barbara Pravi? Qu'est-ce qu'elle devient, Barbara Pravi? C'est quoi sa carrière? C'est quoi sa chanson? Est-ce qu'on la chante dans les bus? Est-ce qu'on la chante dans les colos? Non, c'est pas la même Barbara. Où sont les grands? On parle de chanteurs populaires, mais en France, on est le pays des chansons populaires. On pourrait peut-être suggérer à Emmanuel Macron de lui-même composer une chanson, participer à l'Eurovision. Si on attend, pour reprendre la tentative de question, si on reprend finalement des attentes par rapport à l'allocution ce soir du président de la République,
on sait qu'il va dire à la fin vive la France, vive la République, ça c'est certain. Il dit pas vive moi à la fin. Je sais pas, mais sinon pour le reste, à la fois apaisé, à la fois calmé. Bon, évidemment c'est antinomique, donc ça va être difficile. D'un côté on a Elisabeth Borne qui dit on va accélérer les réformes, de l'autre une partie de l'opinion et même de ses propres troupes qui disent s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait un peu calmer le jeu, apaiser. Donc on ne sait pas comment les choses peuvent fonctionner. Je doute qu'il soit dans le registre de l'humilité qu'il a souvent composé avec voilà la virtuosité et la sincérité qu'on lui connaît. En revanche, ce qui me frappe quand même, c'est que au fond maintenant le deuxième mandat, c'est un peu celui où on se révèle, hein, comme disait la fille à l'époque de Jacques Chirac, on se rejoint. Et j'ai l'impression qu'en fait, il a commencé en faisant croire qu'il serait Tony Blair, et maintenant on est plutôt sur Thatcher. On va en reparler. On va reparler dans un instant. Sérieux tout de suite. Oui, vous êtes très sérieux. Il fallait un peu vous calmer là, parce on était sur et une auditrice me dit et qui est devenue Marie-Myriam. Elle n'a pas fait non plus une carrière de dingue. Non, mais cette chanson était belle. Ouais. Alors, Arlette, vous, c'est un coup de cœur. Oui, pour le général Georgelin, Jean-Louis Georgelin. Alors, on explique pour ceux qui ne connaîtraient pas le général Georgelin, qui est un grand militaire, qui a été chef d'état-major particulier de Jacques Chirac, président de la République, puis chef d'état-major des armées. Ouais. Et il a été choisi en 2019 par Emmanuel Macron pour superviser les travaux de restauration, on va dire presque de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Alors, Georgelin, c'est un personnage célèbre pour... Il a une voix forte. Voilà. Oui, absolument. Il aime bien les architectes. Oui. Alors, il est célèbre aussi pour ses coups de colère et ses sorties. Il a été nommé quand même chef responsable, président d'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame. Et il avait dit devant des parlementaires qui l'interrogeaient, commission d'enquête, que effectivement, il avait demandé à l'architecte en chef des monuments historiques de fermer sa gueule. Voilà. En gros, c'est moi qui décide. Alors, le président de la République lui a demandé, on le sait, d'avoir terminé les travaux de restauration en 5 ans. Eh bien, ça marche. Ça marche. Le président était sur le chantier vendredi. Et effectivement, le pari va être tenu. Ils vont réussir à... Alors, moi, j'ai une idée, si vous voulez. Emmanuel Macron, ce sera sans doute le seul qui ait fidèlement rempli la mission que le président avait assignée. Donc, à la période où on cherche des hommes, ou des femmes, mettre où ? Mais des femmes, et les mettre où ? Moi, je pense que Georgelin à Matignon, ce serait une bonne idée. Vous imaginez finir les travaux à les JO 2024. Non, maintenant qu'il sait gérer les travaux, ce serait extraordinaire. Non, mais sinon, attendez, en 2012... il a de l'autorité. Hein, il a du charisme, il est grand, il est costaud, il a peur de rien, il obéit au président. Moi, je pense que finalement, une fois qu'il aura achevé les travaux de Notre-Dame, eh bien, il pourrait conduire le gouvernement pour la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Par Anne Hidalgo. Vous voyez, pour les travaux dans Paris. Vous voyez, voilà, c'est ça. Hein. À condition qu'elle ait pris 5 ans. Ah bah oui, il faut l'embaucher. C'est l'urgence. Les JO 2024 arrivent, on a une Coupe du Monde 2023 de rugby dans pas longtemps. Je peux vous dire que si c'est tous les jours comme ça, mais on s'en sortira pas. Personne ne viendra, on se mettre un embouteillage permanent. On a eu la conclusion de l'enquête d'ailleurs sur l'incendie de Notre-Dame, parce que je me disais dans ma tête que ça se trouve les travaux allaient être finis avant qu'on ait la conclusion. Surtout, il y a une enquête qui a été ouverte par rapport au plomb. Non, mais pour prolonger ce que c'est vrai, elle a raison. Moi, j'aime bien effectivement ce focus. Oui, parce que en plus c'était dans des circonstances très particulières et ce qui montre une capacité de Emmanuel Macron à faire un peu le pardon des offenses, parce que c'est d'ailleurs ici même sur Sud Radio que le général Georgelin avait qualifié de manière extrêmement forte la manière dont Gérard de Villiers avait été décapité par symboliquement, pardon, Pierre de Villiers, général de Villiers, donc Pierre de Villiers avait été donc limogé par le jeune président Emmanuel Macron, et il avait qualifié ce geste de faute de légitimité, faute professionnelle. Et quand effectivement Georgelin reçoit le coup de téléphone de Macron qui venait me voir pour Notre-Dame, il lui dit mais vous savez à qui vous parlez? Il fait oui, je sais, c'est pas grave, c'est rien, allez venez, j'ai besoin de vous, vous connaissez les crises, vous connaissez la culture, vous connaissez la religion, vous êtes un homme de foi. Et
et je vous donne la possibilité de faire du commando et de contourner l'administration. Et c'est pour ça qu'il est rentré immédiatement en guerre contre notamment Franck Riester à l'époque, qui était au ministère de l'Agriculture. Et toute l'administration et toutes les lourdeurs. Il est allé en avril 24, il y aura un Tédéum qui sera donc entonné donc à Notre-Dame, et manifestement on va quand même vers la possibilité de tenir ce pari. Aucune personne ne croyait quand même, parce qu'on avait dit vraiment c'est encore un caprice du président de la République. Finalement, c'est possible. Moi je dirais le général Georges Lain, président. Alors il y a eu justement, on revient à Pierre de Villiers, il y a eu une tentation de Pierre de Villiers, finalement il n'a pas été candidat. Moi je suis plus modeste peut-être, parce qu'un général, je ne suis pas sûr que ça marche très bien. Mais même Premier ministre, je ne suis pas sûr que la France soit prête à ça. Premier ministre qui obéit au président, c'est le rêve de tout chef d'État, non? J'ai bien compris. C'est mieux qu'un collaborateur. Pause, petite page de pub, 9h14, et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h10, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h, évidemment, on va parler de l'intervention du président de la République ce soir. On finit notre tour de table. Michael, vous vouliez évoquer un sujet important qui explique un peu la colère qui règne dans le pays. Oui, important, et en fait un peu loin de nos vies, parce que j'ai entendu cette semaine, enfin la semaine passée plutôt, un reportage à la radio qui était assez étayé et qui en fait m'a quand même interpellé. Et m'a fait prendre conscience d'une chose que moi je ne savais pas, c'est que par exemple lorsqu'on parle, il s'agissait des conditions de travail des livreurs à vélo, de toutes les compagnies, de toutes les sociétés qui délivrent maintenant régulièrement. Et bien en fait on apprenait que lorsqu'ils ont un accident pendant leur temps de livraison avec le vélo, c'est pas du tout reconnu comme un accident du travail, parce que ils ont été obligés de s'organiser en entreprise unipersonnelle, et donc à titre de libéraux, l'accident du travail n'est pas reconnu. Et là, franchement, je me suis dit, on comprend pourquoi les gens deviennent foudrage. Et les belles paroles que certainement on va avoir bientôt et ce soir, et sur ce qui fait nation, ce qui fait sens et ce qui fait nous, et tout ça ne passe pas, c'est évident. Et c'est vrai qu'au fond, si on veut apaiser les Français, ils doivent savoir qu'ils peuvent avoir un rendez-vous pour leur passeport, c'est impossible. Ils doivent savoir qu'on peut passer un permis quand on a envie, c'est impossible. Et lorsque on fait partie maintenant de ces nouveaux prolétaires qu'on est bien content de trouver à n'importe quelle heure, qui viennent à vélo et qui passent leur vie à faire des courses pour pouvoir avoir un salaire pas toujours décent. Quand ils ont un accident, parce que bien évidemment ils sont soumis aux trottinettes, aux scooters, aux voitures et tout ce que l'on veut, ils sont pas reconnus comme accident du travail. Donc oui, il y a quelque chose qui profondément cloche, quoi, et qui fait que les gens seront pas du tout enclins à entendre quoi que ce soit. Non, c'est un peu dans tous les secteurs de notre quotidien. Éric Revel, c'est un coup de gueule. Ah oui, c'est un coup de gueule. Ça va nous amener sur notre débat politique. Dominique Moll, qui joue au dur, là, vous savez, le réalisateur de talent, le cinéaste multi-récompensé. La Nuit du 12 en particulier, qui est un très bon film, remarquable. Super film, il n'y a pas de problème. Mais là, moi, j'ai toujours beaucoup de mal, vous voyez, avec ces grands artistes de gauche. Vous voyez, avec gauche, on pourrait l'écrire GAU, 2R, enfin, comme vous voulez. Vous avez vu cette vidéo où il donne une leçon absolument incroyable. Il a le droit de penser ce qu'il pense sur Macron. Mais vous savez, moi, ça me. On va peut-être l'écouter, comme ça vous allez pouvoir le commenter. Je vais vous dire ensuite à quoi ça me fait penser. Ça ne doit pas être facile tous les jours d'exercer cette fonction au sein d'un gouvernement et avec un président dont les paroles et les actes sont un peu le contraire des valeurs que devrait transmettre l'école. Un gouvernement et un président qui préfèrent donner des leçons plutôt que de faire de la pédagogie. Qui préfèrent parfois le mépris au respect et à l'écoute, qui préfèrent cliver et diviser plutôt qu'unir, et dont le seul critère de réussite semble être de faire partie des premiers de cordée. Et c'est bien de ça que souffre, à mon humble avis, depuis longtemps le système scolaire français. À cause de ces inégalités, trop de jeunes restent au bord de la route et vont nourrir du ressentiment envers l'école et les valeurs démocratiques qu'elle est censée représenter.
Alors il recevait le César des lycéens, donc il était devant des lycéens. Donc il s'est senti obligé d'être à la nuit des Césars. Vous savez, la nuit des Césars, il y a 2-3 ans, c'est quand cette actrice de téléfilm célèbre sur TF1 se met à poil avec des tampax en guise de boucle d'oreille en disant, vous voyez, Corinne Maziero. Bon, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que on a le droit de penser ce qu'on pense et on a le droit de le dire. Mais d'avoir des réalisateurs, des gens de théâtre, des gens de cinéma qui vous expliquent, qui vous donnent des leçons, c'est pour moi, mais il y en a ras-le-bol. C'est le rôle des intellectuels. Non mais d'accord. Non mais là, il reçoit une récompense. Vous voyez, il reçoit une récompense. Et puis deuxième chose qui est stupéfiant, c'est que monsieur Papendiaï, ministre de l'Éducation, ne pipe mot, ne bouge pas. Mais attendez, il aurait très bien pu se lever en disant, attendez, vous parlez du président de la République. Je me lève. Il était présent. Mais bien sûr, il est présent. Il est sur la scène. Il ne bouge pas. C'est à peine s'il sourcille, c'est à peine s'il décroise les genoux. On le sent un petit peu gêné, mais sans plus. Vous vous souvenez de Jacques Chirac au Stade de France. Il interpelle le président de la Fédération française de football parce qu'il lui semble que la Marseillaise est sifflée. Il se lève et il sort, le président de la République. Eh bien, Papendiaï, il ne bouge pas. Encore une fois, monsieur Moll, qui joue au dur, comme souvent les gens de gauche, il a le droit. Mais il y en a ras-le-bol, si vous voulez, de ces leçons qu'on déverse perpétuellement. Moll, pour moi, c'est le souverain poncif. C'est quand même incroyable. J'ai rarement entendu autant de phrases convenues, des magots. C'est vraiment déjà c'est nul. C'est nul. En termes d'expression, moi je m'attendais à mieux. Moll, c'est vraiment un réalisateur que je suis depuis des années. Je trouve qu'en termes d'expression, il a repris ce qui se dit depuis des années. Donne des leçons plutôt que d'être pédagogue. Enfin vraiment, c'est vraiment du poncif. Mais c'est vrai que la réaction, pour moi, la non-réaction d'un ministre, alors que justement le sujet n'était pas du tout là-dessus, est bien plus inquiétante pour moi que les poncifs déclamés par Moll. Il faudrait peut-être demander au ministre pourquoi est-ce qu'il n'a pas réagi. Est-ce qu'il pense vraiment? Est-ce qu'il est en partie d'accord avec ce que dit le lauréat, entre guillemets? Parce qu'au fond, c'est vrai que dans sa tête, il doit se dire, qu'est-ce que je fais? Je réponds, je ne réponds pas, je reste assis, je ne bronche pas. C'est vrai qu'il ne me bronche pas. Non. Je me lève, je pars, mais il ne peut pas, comme il est ministre, ne rien dire. Ne rien dire sur quelque chose comme ça. Ne rien dire, ce qui donne un sentiment que finalement, il en est pas si éloigné, quoi. Donc, au fond, il aurait dû au moins se lever et aller au micro. En même temps, c'est peut-être pour ça qu'il a été nommé, parce qu'il ne dit rien. Donc, quelque part, il a été au cœur de sa fonction. Je reviens à Georgelin. Voilà, exactement. On disait, c'est Chirac qui dit un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Là, il a fermé sa gueule, c'est le début démissionné. Oui, mais là, c'est assez indigne, parce que lui-même est mis en cause, d'ailleurs. Bien sûr, lui est mis en cause par rapport aux élèves et aux enfants. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est le fait que quelqu'un, effectivement, comme dit Franck, Dominique Moll, qui soit réalisateur, qui soit du monde, plutôt des arts, du cinéma, choisissent pour pouvoir embarquer une foule, un auditoire, en l'occurrence les lycéens, de fustiger à ce point le président de la République. Ça raconte aussi le niveau de détestation, de radicalité qui fait que ça imprègne toutes les sphères de la société. Est-ce que vous avez été choqué par la présence de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, et d'Hervé Berville, qui est ministre de je ne sais pas quoi, de la mer, voilà, qui était au concert de Jay-Z à la Fondation Vuitton à côté de Alexandre Arnaud et qui dansait, se trémoussait juste après le Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est une erreur politique? Oui, parce qu'en fait, ou est-ce qu'on est des pisse-vinaigres comme le dit un de nos confrères? Non, mais ce sont des démarches inconsidérées. Voilà, c'est ça. Il y a un problème de réflexion quand on est aujourd'hui au gouvernement, plus à l'époque qui est la nôtre aujourd'hui, où on est sans arrêt, les acteurs publics sont sans arrêt observés, et d'ailleurs à juste titre. Bon, il y a quand même une démarche d'exemplarité. Voilà. Et une absence totale de sens, c'est ce que je disais la dernière fois déjà, mais de toute façon c'est un continuum. Ça fait des années que la perte de sens, et surtout, je trouve ça incroyable de voir, avec cette perte de sens, la non-énergie pour essayer de le retrouver. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que personne ne donne un petit peu le cap. Par exemple, cette réforme des retraites, on va en parler, mais le vrai problème fondamental de la réforme des retraites, c'est quoi? Personne ne comprend rien. Non. Je me défie de prendre un manifestant ou un promoteur d'ailleurs de cette réforme, de nous expliquer le gouvernement était incapable de l'expliquer. L'origine de la réforme au niveau financier, pourquoi est-ce que... Et on ne comprend rien. Donc c'est vrai que
on n'a plus de sens dans l'action politique. Et à partir de cela, tout est possible. Parce que je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils représentent. C'est ça qui est grave aujourd'hui. C'est-à-dire que des députés braillards à l'Assemblée qui hurlent, ils déshonorent. Boyard, non? C'est pour ça que je l'ai dit comme ça. Donc, ils ne se rendent pas compte qu'au fond, ils abîment la fonction. Ils abîment. Complètement. Totalement. Et le ministre, pareil, que ce soit, on ne va pas revenir sur Marlène Schiappa, mais c'est exactement la même chose. Que représente-t-il? Et après, ils peuvent pleurer sur la mauvaise image des politiques. Alors déjà, ils ne sont pas très bons parce qu'ils ne réussissent pas grand-chose. Et en plus... Franchement, la incarnation est absolument désastreuse. Donc ça veut dire que ces fonctions supposent une dignité. Madame Schiappa, elle a réussi son coup parce que pendant qu'on a parlé, Arlette, de Playboy, on n'a pas parlé du scandale autour de l'association Marianne. Ça a duré quelques jours. Ça y est, là, ça commence à prendre de l'ampleur, notamment au niveau... Je ne pense pas que ce soit calculé parce que il faut du temps pour fabriquer un magazine. Oui. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, on en a plus parlé quand elle se prend pour Marianne à la une de Playboy que de l'association. Record de vente, j'ai entendu ce matin, 100 000 exemplaires vendus, 80 000 qui vont être retirés. Sur cette affaire de concert privé à la Fondation LVMH en présence d'une ministre qu'on ne connaît pas et d'un secrétaire d'État qu'on ignore, en fait, la vidéo, elle a été faite, si j'ai bien compris, par hasard. Oui, parce qu'en fait, personne ne sait qui est la ministre de la Culture et encore moins le secrétaire d'État. Donc, si vous voulez, voilà. Et je ne dis pas qui joue là-dessus, mais pisse-vinaigre peut-être, mais pardonnez-moi, mais qui se fout, à part quand elle fait des sorties, à mon avis, antidémocratiques sur des médias, mais qui se fout de ce que fait la ministre de la Culture aujourd'hui, ou le secrétaire d'État à la mer, dont j'ignorais qu'il y en avait un, et j'ignorais donc le nom, vous voyez. Mais tout le monde. Donc c'est même pas un problème de pisse-vinaigre, c'est qu'en réalité, on ne sait même pas qui c'est, ces gens. On ne sait même pas qui c'est. Allez, pause, et on se retrouve dans un instant avec vous. Qu'attendre d'Emmanuel Macron ce soir? La suite dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, le président de la République doit donc s'exprimer ce soir à 20h. Je vais vous lire le tweet d'un de nos confrères qui est à la retraite, Jérôme Godefroy, qui a dit: checklist, faire court, maximum 10 minutes, pas d'introduction vaseuse et filandreuse, aller directement au message principal, faire une annonce concrète et spectaculaire, facilement compréhensible, éviter le verbiage du genre le processus démocratique a fonctionné, ne pas dire d'une seule fois celles et ceux, ou territoire, ou en capacité de, ou avoir vocation à. J'ai trouvé que c'était assez drôle et assez juste. Éric Revel, vous êtes... qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire ce soir? Alors, vous citez ça, moi j'ai vu un truc qui m'a beaucoup plu, alors je ne sais pas si c'est le Huffington Post ou je ne sais pas qui titre « L'Enlisé de l'Élysée ». L'Enlisé, moi j'adore les assonances. Quels sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? L'Enlisé de l'Élysée, je trouve que ça résume superbement bien la situation. Qu'est-ce qu'il peut annoncer? Bon, on verra. Il va dire que qu'il faut renouer le dialogue, le très bon édito d'Arlette Chabot ce matin, sur apaiser, accélérer, réformer, tout ça. Oui, ok. Moi je me demande s'il ne va pas essayer d'aller sur le terrain du pouvoir d'achat. Je vous dis ça parce qu'il y a eu un petit accord qui a été signé il y a quelques mois entre les syndicats de patrons et les syndicats de salariés, qui est un accord national pour les PME, sur le partage de la valeur. Vous voyez, et ça mange pas de pain pour le président de la République, qui est incapable, lui, de dialoguer avec les syndicats, que de mettre en avant un accord qui, précisément, met en avant et valorise le paritarisme entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés. Donc il peut parler de pouvoir d'achat, parce que, attention, et ça ils le savent à l'Élysée, c'est que derrière la colère de la réforme des retraites, il y a celle apocalyptique du pouvoir d'achat des Français. Donc peut-être aller sur ce terrain-là, il faut aussi qu'il rattrape quand même ce qu'a retoqué le Conseil constitutionnel. Parce que si la loi passe à 64 ans, mais que deviennent les seniors? Parce que, attendez, la réforme de l'assurance chômage fait que si vous êtes viré à 55 ans, vous avez 2 ans ou 3 ans de chômage. Mais ensuite, puisque vous n'êtes pas à la retraite et que c'est repoussé, vous basculez dans le RSA. Donc, en retoquant à la fois l'index senior et le CDI senior, Macron comprend bien que sur l'extrême épineux sujet des seniors, de nouveau on est bloqué. Donc peut-être qu'en annonçant l'accélération, ma chère Arlette,
des réformes, avec cette loi travail qui nous pend au bout du nez. Peut-être que c'est là-dedans qu'il va essayer de reprendre appui sur le dialogue social, en y mettant, en transposant cet accord du partage de la valeur dans cette loi travail, et en faisant une espèce de, vous voyez, je m'occupe du pouvoir d'achat. Alors je ne dis pas que ça va marcher, je ne dis pas que ça va fonctionner, mais si j'étais un conseiller en communication puissant et célèbre, mon cher Franck, c'est ce que je lui conseillerais de faire. Enfin, vous avez le 64 quand même qui clignote beaucoup. Hein. Je ne sais pas ce qui peut être audible par rapport à ça. Mais il faut à la fois qu'il passe à autre chose. Il va pas vous annoncer qu'il publie pas les décrets d'application de la loi. C'est pas possible. Non. Bon, donc. S'il veut faire oublier, etc. Le deuxième sujet sur lequel, d'ailleurs, avait surfé Marine Le Pen pendant sa présidentielle, c'est la question du pouvoir d'achat. Je pense qu'il n'a pas le choix. Franck Tapiro. Il ne peut pas, je me rappelle, il y a un mois encore, tous les observateurs, commentateurs disaient, de toute façon, après les retraites, il va essayer de faire Mitterrand, glisser. Mais je crois que les gens n'ont rien compris. D'abord, Mitterrand et Macron n'ont rien à voir. Il y en a qui est un ultra politique et l'autre qui est le start-upper de la politique, qui a réussi à gagner 2 élections présidentielles sans background politique. Ils n'ont pas compris que c'est quelqu'un qui s'était adapté par rapport à une époque, par rapport à un contexte totalement particulier, par rapport à des enjeux aussi qui n'ont absolument rien à voir avec l'époque. Donc tout ce qui est comparaison, mais je dis pas comparaison et paraison, c'est une vieille phrase, mais c'est absurde. C'est-à-dire que les gens n'ont rien compris à Emmanuel Macron, premièrement. Deuxièmement, quand il a réussi, parce que c'est une réussite, qu'on le veuille ou non, c'est une réussite. Alors en valeur absolue, bien entendu. Qu'est-ce qui est une réussite ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une réussite pour lui. Il a été... Quoi qu'il arrive sur ce sujet, en disant déjà dans le premier quinquennat, mon marqueur, et vous savez très bien quand on est élu sur un marqueur, c'est impossible de l'effacer. Il a réussi à le faire parce qu'il y a eu les gilets jaunes, parce qu'il y a eu le Covid. Il a réussi à transférer son marqueur du premier quinquennat au second. Ça, c'est une prouesse, pratiquement personne n'a réussi à le faire. Troisièmement, vous croyez que maintenant il va s'arrêter, mais c'est l'inverse. Il est obligé, non seulement de continuer, mais d'accélérer. Bien entendu, avec cette dialectique double de rassurer, bousculer, rassurer, bousculer. Là, les gens ont été bousculés, il est obligé de passer par une phase de réassurance, mais qui va être assez courte. Je vous fais le pari que dans moins d'un mois, on aura un projet de réforme. Peut-être, oui, je pense, ça, bien entendu, il y a le pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que c'est notre quotidien à tous. Le pouvoir d'achat, de toute façon, c'est pire que ça. C'est le sujet du moment depuis quelques années. Et malheureusement, pour encore longtemps. Mais il ne va pas pouvoir arrêter, bien entendu. Réformer, ça ne veut pas dire forcément faire voter des lois. Ça veut dire aussi les arranger, les amender. Ça veut dire aussi faire d'autres méthodes, une autre méthode pour réformer le pays. Il veut être, j'en suis absolument convaincu, le président de la 5e République qui aura le plus réformé, surtout, qui aura été le plus en phase avec ce qu'il a dit depuis le début. Donc on peut critiquer contre le peuple. On peut. Il n'est pas là pour être populaire. Il l'a dit depuis le début. Je suis d'accord. On ne peut pas réformer, Valérie. Mais c'est impossible de réformer en étant populaire. Ça n'existe pas. Mais sauf que lui, il a été au bout. Tous les autres ont reculé. Tous. Ils ont tous reculé. Lui ne reculera pas parce que il n'a pas d'enjeu. Il politique. Il ne vient pas de la politique, il ne va pas vers la politique, même s'il vise un 3e mandat dans 8 ans. Alors, on fait tourner la parole. On est subjugué par autant de talents. De défense d'Emmanuel Macron. Mais c'est ce que je dis depuis le démarrage, pour l'instant, ça se passe exactement comme ça. Non, vous demandez mon opinion. Il ne le défend pas forcément, il analyse. J'ai bien compris, mais en fait, en réalité, c'est toujours pareil, c'est le coup du trompe-l'œil. Quand il va dire qu'il accélère, c'est pour aller beaucoup moins loin. En fait, le sujet, c'est quand même de croire et de laisser croire que la réforme des retraites, c'est l'alpha et l'oméga des problèmes français. Mais pas du tout. On est d'accord. Il s'est attaqué à un problème secondaire. Les vrais sujets structurants, il ne les touche pas, que ce soit la réforme, les grandes réformes structurelles du pays, que ce soit les grandes réformes qu'il faut faire pour pouvoir accélérer la transition écologique, pour pouvoir donc régler les grandes questions d'inégalité structurelle. On en a parlé, on a évoqué juste une petite tout à l'heure. L'emploi des seniors, bien évidemment. Donc tout ça, c'est vraiment, je dirais, il sait très bien, effectivement, son intelligence est là, il sait très bien qu'il est dans une logique monarchique, où quoi qu'il fasse, tout est toujours recentré sur lui, et que quand il a décidé de l'agenda, on pense que c'est l'agenda le plus important. Non. Pardon, cette réforme des retraites a fait perdre un temps considérable au pays, a totalement, on n'a jamais vu un conflit social qui a autant fait exploser des lignes politiques, a enterré la droite, a fracturé la majorité, a fait que la gauche a montré qu'elle était incapable de faire quoi que ce soit, et au final, qui gagne ? Par défaut. Marine Le Pen. Et peut-être pas que par défaut, parce qu'elle a quand même un socle, elle a, comme dit les taxis à l'époque, l'essentiel c'est le compteur, elle a quand même 42%, d'accord ?
elle fait rien, elle parle pas, machin, mais en réalité, elle a 42% au deuxième tour. Donc, et personne ne part de là. Donc, de ce point de vue-là, c'est un champ de ruine. C'est un champ de ruine. Et c'est pas une victoire, c'est une victoire juridique, mais c'est un désastre politique. Ouais. Et ce soir, une victoire juridique. Vous attendez quoi? Rien. D'accord. Arnaud Chabot non plus. Elle a l'air dépité. Je vais vous dire un truc. Réformer, j'en ai ras le bol. J'ai la chance ou malchance d'être un peu âgée. Ça fait 35 ans. Vous avez de l'expérience, Arlette. J'ai de l'expérience. Non, mais ça fait 35 ans. Vous entendez la même chose. On va réformer la France. Et on fait quoi? Pas grand-chose. Soit on recule parce que c'est le foutoir ou le chaos dans le pays, soit de toute façon on ne va pas assez loin, mais on fait cocorico, j'ai réussi. Mais on sait très bien, et c'est le cas des retraites, qu'il faudra une autre réforme dans 3 ans ou 4 ans. Donc on ne va jamais jusqu'au bout. Donc moi, réformer la France, mais je n'en peux plus. Moi, je veux qu'on répare ce qui ne marche pas. Je veux qu'on consolide ce qui a été amélioré. Qu'on évalue les transformations qui ont eu lieu pour savoir si ça marche ou ça marche pas. Bref, soyez modestes. Il y avait effectivement, il y a 2 premiers ministres qui ont souvent utilisé le mot réparer. C'était le cas d'Édouard Philippe. On est là pour réparer. Réparer, ça veut dire qu'est-ce qui fonctionne pas, je regarde pourquoi ça marche pas, je change ce qui doit l'être et après je fais en sorte que ça fonctionne. Mais arrêtez de vous gargariser avec les grandes réformes pour la France. On s'en fout. Ça ne marche pas et ça ne fonctionne pas. Ça braque chaque fois une partie de l'opinion. Donc c'est insupportable. Donc il faut arrêter. On va réparer la France. Et alors quand le président dit éducation, l'hôpital, la santé, mais évidemment ça marche pas. Donc c'est ça qu'il faut réparer. Donc c'est pas la réforme du bac, la 2500e que finalement on abandonnera au bout de 2 ans parce qu'on se rend compte que c'est une bêtise. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est comment avoir de bons profs qui enseignent de bons programmes à des élèves qui progressent au bout du compte. Et donner envie aux profs de revenir. Mais tous les sujets, c'est comme ça. Donc, parce que là, un peu de modestie. Parce qu'on nous met en carotte, on va remplacer les profs absents, mais ils vont les trouver où, les profs qui sont absents? Enfin, c'était tout à l'heure. Ils n'ont plus de vocation, les profs. Le problème, il y a problème de vocation. Donc on reprend les choses. Mais il y a quelque chose de très profond, effectivement. Modestement, à la base. Tout à l'heure, effectivement, Michael reparlait d'histoire du passeport et de la carte d'identité. Mais attendez, on est la 6e puissance mondiale. Bien sûr. Nous sommes une puissance dotée. C'est-à-dire que nous avons l'arme nucléaire. J'adore cette formule. Nous avons l'arme nucléaire, mais on est foutu d'avoir un passeport à moins de 6 mois. Mais attends. Ou de trouver un hôpital donc je pense que c'est qui vous accueille si vous êtes en urgence. Donc, ce soir, je voudrais qu'il y ait un président qui dise « Moi, je veux de l'efficacité ». C'était d'ailleurs sa promesse de 2017. Efficacité. Mais il y a quoi? La police ne fonctionne pas, l'hôpital ne fonctionne pas, la justice ne fonctionne pas, l'école ne fonctionne pas. On nous dit vous payez beaucoup d'impôts parce qu'on a beaucoup de services publics. Moi, je comprends et je trouve ça normal. Le problème, c'est que ça ne marche plus. Donc, ou bien on réduit les services publics parce qu'on n'a pas les moyens de les faire fonctionner ou de payer. Mais en tout cas, c'est juste ça. Donc, un peu de modestie, une promesse d'efficacité et de réparer en France ce qui ne marche pas. Et dans ce cas-là, je peux dire que s'ils parlent gentiment aux Français, qu'on en marre effectivement qu'on leur fasse la leçon et qu'on leur explique qu'il y a quelqu'un de beaucoup plus intelligent qu'eux qui dirige la France, je pense qu'il pourra réparer aussi sa relation avec les Français. Vaste débat en tout cas. 2 petites remarques, c'est possible. Pour prolonger effectivement la posture de Notre-Dame qu'il est allé visiter, le président de la République, je trouve qu'il va être très difficile de parler d'apaisement alors que l'incendie continue. Puisque on a bien vu que la décision du Conseil constitutionnel ne fait pas baisser la température et que malgré cette décision de la plus haute juridiction, eh bien, les Français souhaitent que la mobilisation et que les manifestations continuent à une large majorité. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai entendu hier le ministre des Transports Clément Beaune qui faisait un petit peu la liste des sujets qui remontaient sur le terrain avec ce conflit. J'ai été absolument stupéfait. C'est exactement les mêmes catégories, les mêmes sujets qui était au menu de la conférence de presse en avril 2019 à la sortie du grand débat. Et voilà qu'en avril 2023, on ressort les mêmes sujets. C'est dire, effectivement, pour prolonger ce que dit Arlette, c'est dire à quel point on ne traite pas
des problèmes vraiment structurants et qui sont beaucoup plus importants que la réforme qui vient de nous faire perdre un temps considérable. On continue de commenter la situation politique en France dans un instant avec vous sur Sud Radio, 9h42. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et maintenant, que va-t-il se passer? La loi a été donc abrogée. Peut-être Éric Revel revenir sur cette abrogation rapide. Alors plutôt à 19h30 et c'est le journal officiel. Promulgation. Qu'est-ce que j'ai dit? Abrogé. Oui, c'est à la Merci docteur. Ah oui, pourquoi j'ai dit abrogation? Non, la loi a été promulguée. Oh là là, promulguée. Donc il y a eu tout un débat sur au milieu de la nuit, dans l'urgence. Non, il l'a promulgué tout de suite après la décision des sages, et donc le journal officiel a publié. Oui, mais comme il fait comme à chaque fois, et à chaque fois qu'il y a une loi qui est promulguée, absolument. Donc oui, cette rapidité peut-être. Oui, alors normalement il avait 15 jours pour promulguer, non pas pour abroger, ma chère Valérie. Alors il y a plusieurs hypothèses. Il y a je fais ce que je veux et de toute façon c'est pas vous qui me ferez peur et le dialogue social. Bon, mais il y a aussi une autre petite musique qui monte un peu, c'est que dans quelques jours, les agences de notation, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, vont rendre leur avis sur ce qu'on appelle le rating de la France d'un point de vue financier. C'est-à-dire qu'elles donnent leur avis sur le fait que la dette est soutenable ou pas. Et c'est très important parce que les marchés financiers et les taux d'intérêt se calent sur l'avis de ces agences de notation financière pour augmenter ou pas le taux du crédit auquel emprunte un pays. Nous, on a 3 000 milliards d'euros de dette. Alors, Arlette a raison, les réformes, on n'en peut plus, sauf qu'on est quand même, on peut s'en foutre et les trouver quand même importantes, parce que 3 000 milliards d'euros de dette, faut bien les financer. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles peut-être le président de la République a activé, c'est qu'il faut donner, c'est pas sur l'épaisseur du trait de la réforme des retraites, mais il faut donner des gages aux marchés financiers et aux agences de notation financière pour éviter que notre rating, que notre taux d'intérêt augmente un peu plus, puisqu'on doit encore emprunter beaucoup de milliards, 180 milliards de déficit budgétaire cette année. Donc il y a peut-être ce sujet-là. Vous regarderez, il y a Fitch, Moody's et Standard & Poor's. Les deux précédentes, c'est la fin du mois d'avril et la première, c'est le 2 juin. Donc ça explique peut-être. C'est ce que expliquait, si vous regardez bien sur les réseaux sociaux, Jacques Attali, qui a été le conseiller de tous les rois à venir, précédents, futurs et ex. Depuis François Mitterrand. Donc c'est une des explications possibles. Mais il voulait aussi aller au bout de sa loi, Arlette Chabot. Je dirais. C'était. Oui, puis s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'autour de lui, on dit et pourquoi traîner? C'était pas la peine. Voilà, de toute façon, il fallait la promulguer, donc autant le faire vite et essayer toujours la même idée d'avancer et de passer effectivement à autre chose. Bon, on reste que ça ajoute à ceux qui pensent que décidément il est provocateur et c'est insupportable. Oui. Ça, même si ça ne change rien sur le fond. Non, parce que et au fond c'est là aussi une des raisons de la déconnexion entre Emmanuel Macron et les Français. C'est l'histoire de rythme. C'est-à-dire que ceux qui dans nos sphères, voilà, où on est un peu impliqué dans la vie publique, les politiques, les acteurs médiatiques et tout cela, on a l'habitude effectivement de dire un sujet chasse l'autre parce que on est organisé dans notre vie professionnelle comme cela. Mais pour la vie des Français, les mêmes nouvelles, mais 3 semaines à être intégrées dans les consciences, les conversations, les vies quotidiennes. Donc en réalité, cette espèce de dire allez, terminer, circuler, il n'y a rien à voir, peut être totalement contre-productif. Absolument. Et j'entends également qu'il va, dans la foulée, bien évidemment, aller sur le terrain pour renouer avec les Français. Bon, on sait comment se font des déplacements présidentiels, en particulier lorsqu'il y a une tension dans le pays. Donc on voit bien comment les choses vont être faites avec la sécurité et les gens qui vont bien et les scènes spontanées d'interpellation du président, mais ça peut aussi déraper. Souvenez-vous, il avait annoncé la même chose en juin 2021 et ça a commencé par une gifle. Absolument. Mais il y a ce que j'intéresse, c'est de se dire que on a en plus un président qui ne sera pas en campagne, qui n'est pas en campagne, qui ne sera pas en campagne dans les prochaines années. Donc c'est une dialectique aussi assez intéressante de se dire finalement, mais quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il cherche réellement? Est-ce qu'il va chercher à sortir par le haut, comme on dit, c'est à laisser une image d'un président qui a su résister à la rue, résister aux syndicats, aller contre l'opinion peut-être pour être un président réformateur, on en revient sur la réforme, et de dire finalement j'ai résisté, je suis passé, et on ne pourra pas me reprocher d'avoir reculé comme l'ont fait tous les autres, ça.
est-ce qu'il prépare aussi le fait de se dire qu'un jour il pourrait peut-être revenir, parce qu'on peut pas faire 3 mandats, mais on peut en faire un troisième, un autre. En fait, pour moi, c'est vraiment l'idée là, c'est de se dire, est-ce qu'il va essayer à être totalement contextuel, rassuré pour pouvoir continuer son objectif et finalement sortir par l'eau. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il est audible aujourd'hui? Il a jamais, enfin, il est. On le verra avec l'audience ce soir. Réponse de Mamadou. Excusez-moi, mais rapidement, cet argument ne correspond pas à la réalité. On en parlait tout à l'heure entre nous. Qui a reculé? Personne. Tout le monde a fait la réforme des retraites. Personne n'a reculé. Je parle de toutes les autres, pas que la retraite, je parle de toutes les autres réformes. Non, mais voter c'est totalement les réformes ont été faites. Non, mais les réformes ont été faites. Personne n'a reculé. Personne. C'est pas vrai. C'est un faux discours. Ça, c'est le discours que nous donne l'Élysée, qu'on récupère et qu'on répète régulièrement, mais il ne correspond pas à la réalité politique. Personne n'a reculé sur la retraite. Sur quoi? Je parle du CPE, par exemple. Mais le CPE, c'était un décret hors sol qui n'avait rien à voir. C'était une mesure jeune, ça n'a rien à voir. C'est pas une mesure structurante. Un président qui a reculé sur sa réforme de l'école, c'était François Mitterrand. Et François Mitterrand avait trouvé une astuce, c'était d'organiser, on va pas revenir dans le détail, le référendum sur le référendum. C'était une porte de sortie qu'il avait inventée, ça voulait rien dire. Bref, il a enterré une loi qui correspondait au projet, à sa proposition de campagne. Et il dit fort justement, François Mitterrand, qu'il y a une contradiction dans l'élection présidentielle en France. On est élu sur un projet, et une fois qu'on est élu, on devient président de tous les Français, c'est-à-dire président aussi de ceux qui sont en total désaccord avec votre projet. Donc comment arbitrer? Sauf que là, il a 80% de... Non, mais attends, je respecte mon projet parce que j'ai été élu avec un programme. Et en même temps, je respecte ceux qui ne pensent pas comme moi parce que je suis président de tous les Français. C'est pire que ça. Non, mais c'est pire que ça. Non, mais attends, je suis d'accord. C'est une véritable contradiction. C'est comment devenir président de tous les Français. Donc, quand un président recule, il a le sentiment d'être le président de tous les Français et pas le président de ceux qui ont voté pour lui. Alors, vous avez tout à fait raison, et c'est vrai dans tout l'exercice de la Ve République, comment à la fois se fait élire sur un projet et devenir le président de tous les Français. Mais c'est pire que ça pour Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de projet, en fait. Non, mais c'est-à-dire que non seulement c'est pas le président de tous les Français, de moins en moins de Français, mais en plus il n'a pas de projet. Donc la difficulté entre avoir un projet, se faire élire dessus et être le président de tous les Français, Emmanuel Macron, c'est le double, triple handicap, c'est-à-dire c'est de moins en moins le président de tous les Français. Et on peut même pas dire qu'il rassemble sur son projet, puisque comme on l'a dit souvent, il n'a pas fait campagne, à part sur cette réforme des retraites. Quelle est la campagne d'Emmanuel Macron pour son second quinquennat? Qu'est-ce qu'il a mis sur la table? De quoi il a discuté? De rien. Donc on peut même pas dire que les Français sont opposés à son projet, il n'y a pas de projet. Et moi je ne suis pas d'accord en plus là-dessus. Ça, j'imagine. Pour moi, jamais, même depuis Mitterrand, jamais un président n'a été élu sur un projet. Jamais. C'est une incarnation émotionnelle qui correspond à un moment, mais jamais. Non, mais les 110 propositions de Mitterrand, le programme commun de gauche. Mais non, mais arrêtons, mais le programme commun avec François Mitterrand. Mais non, c'est une. Ça a duré 2 ans, mais c'est pas grave. L'élection présidentielle est une élection 100%, 200% émotionnelle. C'est un moment, une personne qui correspond exactement à l'aspiration des Français. Et ensuite, derrière, c'est exactement l'inverse qui se passe. D'abord, il est élu, et ensuite, derrière, il doit être président de tous les Français par rapport à un projet qu'il essaye de coller le plus possible au desiderata de l'ensemble des Français. Voilà pourquoi c'est la bloque. Parce que si c'était le président élu sur un projet, on n'aurait pas ces problèmes-là. Donc vous voyez bien qu'on élit une personne d'abord, une personne est élue pour mener quelque chose qui ensuite derrière est compliqué. Pourquoi? Parce que les Français découvrent tous les jours qu'ils ont voté pour une personne, mais ils avaient oublié le projet. Et c'est ça qui se passe en France depuis ils ont voté contre Marine Le Pen aussi, ils n'ont pas forcément voté pour le projet. Mais c'est là le vice de forme de 2022, c'est que même Emmanuel Macron le sait, même s'il fait mine de l'oublier en permanence et de ne pas y penser, mais en réalité il le sait très très bien. Il a été élu vraisemblablement beaucoup plus pour pouvoir contrer Marine Le Pen que pour pouvoir le choisir lui. Et ça, il le sait parfaitement. Pour la deuxième fois. Donc après, il socle aussi un discours martelé en permanence et récupéré par un peu des têtes d'épingle, les haut-parleurs sur le thème. Il a été choisi pour la réforme des retraites, il a fait la réforme des retraites, donc voilà, il a fait, c'est normal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai été élu sur ça quand il le répète en permanence. Ça n'est pas vrai. Donc, de ce point de vue-là, les Français le sentent bien. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont envoyé à l'Assemblée nationale les formations qu'ils ont envoyées, parce qu'ils ont répondu
à la campagne présidentielle. Et c'est ça qui, en fait, a déconcerté et déstabilisé complètement Emmanuel Macron, qui ne sait pas quoi faire de ce mandat et qui montre, au fond, assez peu d'intérêt pour aujourd'hui les questions domestiques. Alors, est-ce qu'il peut annoncer une mesure spectaculaire ce soir Notre ami Christian de Villeneuve qui nous écoute dit: moi je serais Macron, je proposerais une mesure choc, une dose de proportionnelle. Ça va dans le sens de donner la parole aux Français et une plus juste représentation. Et on verra. On verra s'il y a de l'audace, vraiment. Oui, mais ça pourrait être effectivement... De dire, je vous ai entendu, plus de représentation. Il y a déjà la proportionnelle à l'Assemblée. Il y a déjà la proportionnelle à l'Assemblée, parce qu'avant même que la réforme soit acquise, les Français l'ont faite, ont réalisé la proportionnelle. Ils ont choisi de ne pas donner de majorité absolue, en l'occurrence au parti qui soutenait Emmanuel Macron. Donc c'est vrai, il y a une réforme institutionnelle dans les tuyaux. La seule chose, ce serait d'annoncer un référendum sur un sujet... X ou Y, parce que les retraites, c'est pas la peine de l'organiser, on connaît déjà la réponse. Donc, il faut éventuellement annoncer une consultation des Français sur un sujet, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, sujet des seniors. Il n'y a pas de miracle. Il ne faut pas qu'ils s'en sortent par une espèce d'astuce, un petit coup politique. La difficulté, c'est comment parler aux Français, renouer. Puisqu'on citait François Bayrou. François Bayrou dit qu'il faut totalement reconstruire la relation avec les Français. C'est un soutien du président qui le dit, c'est pas un opposant. Oui, mais est-ce qu'il va pouvoir aller dans la rue voir les Français, justement, comme il dit, à hauteur de baffe? Il va tenter de le faire. Il avait déjà tenté de le faire à la veille des Gilets jaunes, c'était la fameuse semaine de l'itinérance. Qui était faite en fait c'était pas le même contexte. Ça a donné, c'était déjà en train de brûler, donc ça a servi à rien. Ensuite, il y a eu cette sortie, il y a eu le grand débat qui a fonctionné, mais qui a déçu, puisqu'en réalité, les Français ont demandé des choses dans ce grand débat et ils ont été au fond ignorés, ce qui a ancré encore plus la colère. Et puis maintenant, et puis après, vous avez eu en juin 2021, il a annoncé qu'il repartait, voir les Français reprendre le bâton de pèlerin, était la formule de l'époque. Ça a commencé par la Drôme, par une gifle qui a été bien retentissante et qui a fait le tour du monde en quelques minutes. Donc de ce point de vue-là, c'est très risqué. Et puis c'est pas une fois plus avec ces déplacements Potemkin qu'on renoue avec les Français. Franchement, il faut arrêter de prendre les Français pour des enfants. Et vous pensez que la mobilisation, dernière question rapide, peut reprendre de l'ampleur, à la fois que ça soit manifestation et grève, Éric? Je pense que il joue gros quand même à 20h ce soir. Ça va dépendre de son ton, de ce qu'il annonce ou pas. S'il est encore dans la provocation, je remets une petite pelletée, une dose d'huile sur le feu, le risque quand même, c'est que les syndicats ont repris du poil de la bête. Et le risque, c'est qu'ils soient débordés par des manifestations spontanées qui partent dans tous les sens. C'est ça. Et c'est pas le nombre qui comptera dans ces manifestations, c'est le caractère violent du groupe d'individus qui tiendra ces mobilisations spontanées. Donc c'est ça le risque. Donc il faut qu'il calme, il faut d'abord qu'il se calme, le président de la République. C'est fini. Je pense que au niveau émotionnel, tout va jouer sur l'émotionnel, sur le moindre mot, même le moindre silence peut jouer contre lui aussi. Et vive le Québec libre. Mais ça va être vraiment très intéressant. Le moindre regard, vous savez que comme tout le monde présume qu'il est forcément arrogant, forcément agressif, forcément méprisant, donc il va falloir vraiment faire une prise d'aïkido par rapport à un penchant qu'on lui prête. À suivre et à commenter, évidemment. Avec des aiguilles d'acupuncture. Voilà. Merci à tous les quatre. Dans un instant, on va parler violence policière avec un document très intéressant diffusé par Arte, réalisé par Paul Morera. On en parle dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai.